Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première manche des Trofeo Palma de Majorque. On rappelle 5 jours de course et aujourd'hui, c'était le Trofeo Calvia. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour l'épreuve la plus dure de la semaine, avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif, une course souvent qui se décante de loin. Eh bien, ça a encore été le cas cette année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast. TikTok, le débrief des compétitions directes, notamment de ces courses à Palma de Majorque. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce Trofeo Calvia. Donc un parcours qui est toujours difficile, ce Trofeo Calvia, parce que c'est la première manche déjà de Palma de Majorque. Donc il y a beaucoup de coureurs qui sortent d'une période de stage du côté de Calpe, qui n'ont pas forcément couru, parce que tout le monde ne fait pas la Classica de Comunità de Valenciana ou la Ruta de la Ceramica. Donc pas mal de concurrents démarrent en fait leur saison sur le Trofeo Calvia. Après un gros stage du côté de Calpe, on sait qu'il y a souvent quand même du beau monde qui vient, surtout depuis quelques années, donc on sait que c'est une course qui est vraiment pas simple, et ça s'est encore décanté de loin, parce que comme c'est la première course de l'année pour beaucoup, les états de forme sont bien différents entre les coureurs, déjà avec l'échappée de Simon Kerr en début de journée, mais surtout avec l'attaque de McNulty et Vlasov à plus de 60 km de l'arrivée. Il y avait déjà eu une attaque de Marc Solé également. Ça, c'était en début de journée. McNulty et Vlasov qui vont collaborer ensemble. Ils vont revenir sur Simon Kerr, qui était devant, mais qui va réussir à tenir leur route. Derrière, nous allons avoir Aramburu et Bettiol qui vont collaborer ensemble, car devant, Simon Kerr, qui est de la même équipe que Bettiol, va décider de ne pas passer de relais à McNulty et Vlasov. Derrière, le peloton n'arrivera jamais à s'organiser pour une raison extrêmement simple. Ça manquait d'équipiers dans le peloton. Il y avait beaucoup de leaders, mais peu d'équipiers, donc personne ne voulait faire le travail pour un autre coureur, ce qui a posé des problèmes bien entendu d'entente et de rythme, ce qui fait qu'assez vite l'écart va monter et sera aux alentours de 4 minutes 30 à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. C'est à ce moment-là qu'on attaque la dernière difficulté du jour, et donc McNulty tente d'accélérer au sommet. Vlasov va avoir du mal à revenir. Simon Kerr, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il n'est pas tout de suite dans la roue non plus. Mais bon, au bout d'un kilomètre, tout le monde revient. À 10 km de l'arrivée, McNulty va encore accélérer. Il ne va pas réussir à créer d'écart. À 4 km de l'arrivée, vous avez McNulty qui craque le premier, des crampes pour le coureur américain. Ensuite, Vlasov tente d'attaquer, mais à 2 km de l'arrivée, ce n'était peut-être pas forcément l'idée du siècle du côté de Vlasov. Et puis à la fin, Simon Kerr arrive à dépasser Alexandre Vlasov, qui, Simon Kerr, il faut bien le dire, a très bien géré le final. Donc victoire du Britannique. Je crois que je vous ai bien résumé la course. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Alors du côté des coureurs au top, aujourd'hui je ne me suis pas vraiment embêté, on va dire, parce que j'ai pris les 3 premiers du classement. Je commence tout de suite avec Simon Kerr. Simon Kerr, il est en train de se faire un beau petit palmarès. Pour un mec qui n'avait pas de victoire professionnelle l'année dernière, il se fait un beau petit palmarès, le Britannique. Alors je vais pas dire que c'est du niveau de Greg Van Avermaet, il a débloqué un petit peu dans sa tête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il fait quand même 126 km d'échappée sur cette course. Et c'est sa 6e victoire chez les professionnels. Jusqu'à maintenant, il a remporté le Tour des Alpes l'année dernière, une étape du Tour des Alpes, une étape du Tour de Langawi, une étape de la route d'Occitanie, 3e de la CIC Mont Ventoux. Donc c'est quand même un coureur qui commence à être solide, surtout dans cet exercice-là de l'échappée. Parce que sur le Tour des Alpes, c'est notamment de cette manière-là qu'il s'était imposé. C'est vraiment un exercice maintenant qu'il affectionne, et surtout il a confiance en ses capacités très clairement. Et là, il a fait vraiment la différence dans le final.
il gère très très bien le final. C'est-à-dire qu'il décide déjà de ne pas collaborer avec les deux. Peut-être que certains auraient décidé de rouler avec Vlasov. Et voilà, là il a décidé de dire bah, je vais faire avec mon équipier qui est derrière. Donc ça c'est déjà une bonne stratégie. Ensuite il s'est jamais affolé quand McNulty a accéléré, quand Vlasov a accéléré. Bon, il y a un moment où Vlasov lui fait un petit trou. Il est obligé de faire l'écart pour revenir sur McNulty. Et là je me suis dit à 10 km de l'arrivée déjà quand il fait cet effort-là. Moi, j'ai eu l'impression quand même qu'il était plutôt encore frais. C'est-à-dire qu'il revient sur McNulty, Vlasov le laisse faire. Après, moi, je pense que Vlasov fait une grosse erreur, c'est de vouloir attaquer. On était à 3 bornes de l'arrivée encore. C'était beaucoup trop loin. À ce moment-là, il restait encore 3,5 km. Et c'était sûr que Simon Carr n'allait pas placer. Il n'est pas débile non plus. En plus, il savait qu'il y avait 1 minute 30, que les mecs derrière, Aramburu et Bettiol, n'arrivaient pas à rentrer. Donc il l'a laissé manœuvrer devant pendant 3 bornes. Et après, quand Vlasov lance son sprint, bah Simon Carr il est parfaitement placé. Il passe devant à 150, 175 mètres de l'arrivée. Et après, il fait la différence. Je trouve quand même qu'aujourd'hui, que ça soit Vlasov et McNulty, ils ont quand même énormément sous-estimé Simon Carr. Moi, des trois, je pensais qu'en cas de sprint, ça allait être compliqué face à Vlasov et McNulty, mais je sais que c'est un très bon baroudeur, Simon Kerr. Et je sais aussi que l'étape était courte, la journée était quand même courte, donc il n'aurait pas la fatigue liée à l'endurance, il aurait peut-être une fatigue liée à l'effort, à l'intensité de l'effort, mais pas à cause de l'endurance. Parce que 125 km d'échappée, Simon Kerr, il est capable de le faire. Et ouais, il fait une très belle journée, très très belle journée. Mais il va encore prendre des sous, hein, parce que chez EF, il est dans sa dernière année de contrat. Parce que je pense que c'est un coureur qui va être un peu courtisé, notamment, pourquoi pas, dans certaines équipes françaises, parce que c'est un profil qui pourrait intéresser pas mal d'équipes. Mais aujourd'hui, oui, c'est un coureur qui fait des belles choses. Je ne sais pas si son programme comportera les classiques ardennaises, mais j'aimerais bien le voir sur les classiques ardennaises, moi, Simon Kerr. Voir ce que ça peut donner sur ces épreuves-là. Mais c'est vrai que depuis l'année dernière, il enchaîne des très bons résultats. Hein. Ça a mis du temps, mais c'est un coureur qu'on attendait depuis quelques années, qui a commencé chez Delco, qui a ensuite rejoint EF, mais il n'y avait pas eu forcément les gros résultats jusqu'à maintenant pour Simon Kerr. Mais là, il a fait vraiment de l'excellent travail, quoi. Il fait un super job. Bon, c'est un mec qui a quand même eu des résultats déjà dans sa carrière. Oui, donc déjà la Puebla Villafranca Ordizio Classica. Il avait fini premier meilleur jeune du Tour du Portugal, donc qui était une édition spéciale avec encore une fois la Covid, c'était en 2020. Et en 2019, ouais, il y avait eu quelques résultats quand même aussi, notamment une 8e place sur l'étape de l'Arctic Race. C'est un mec qui a fini 10e du Tour de Savoie-Mont-Blanc aussi. On sait qu'il a un potentiel, un Simon Kerr. Parfois, ça met un peu plus de temps à s'exprimer. Là, ça fait comme depuis un an que ça s'exprime extrêmement bien. Et je trouve qu'il a très bien géré le final. Les deux autres lui ont ouvert la porte. Et lui, il n'a pas fait d'erreur dans sa manière de gérer le final. Donc très très bien, Simon Kerr. Premier jour de course, première victoire. Eh bien, ça met en confiance pour la suite de la saison. On poursuit avec d'autres coureurs. Comme je vous ai dit, je pouvais commencer avec Vlasov. Pour moi, Vlasov, il fait tout bien jusqu'à, encore une fois, 4 bornes de l'arrivée. Il fait tout bien parce que il suit McNulty, parce qu'il fallait suivre ce coureur-là et qu'on sentait bien qu'UAE voulait faire une course offensive. Donc ça, déjà, c'était une bonne idée. Ensuite, tu sens qu'il a des bonnes jambes. C'est-à-dire que dans les montées, c'était pas mal. Même si c'est vrai que McNulty accélère fort sur la fin de la montée, je trouve que Vlasov réussit à revenir quand même, et je pense qu'il se fait surtout avoir Vlasov parce que Simon Kerr réagit pas tout de suite. Alors est-ce qu'à ce moment-là Simon Kerr est à bloc ou est-ce que Simon Kerr a juste fait un trou exprès pour laisser faire Vlasov et que Vlasov voulait faire travailler Simon Kerr. Ensuite il fait quand même la bonne action à 10 bornes de l'arrivée de faire passer Simon Kerr devant lui. Sauf que il est tombé sur déjà un Simon Kerr qui n'a pas fait d'erreur tactiquement, c'est-à-dire que même à 10 bornes de l'arrivée, quand il fait l'effort pour revenir sur McNulty, et ensuite il laisse repasser Vlasov devant lui. Donc ce qui fait que les deux ont continué à passer les relais et Simon Kerr restait dans les roues.
Et surtout, ouais, c'est l'attaque à 4 bornes, elle est pas judicieuse cette attaque-là, ce qui fait que bon, bah, c'est un peu dommageable parce qu'il pouvait aller chercher un grand résultat aujourd'hui. Je trouve quand même qu'il a montré qu'il avait déjà une condition physique qui était intéressante, euh, surtout qu'il était un petit peu attendu, bon, avec l'affaire Kian Uterbrook. Il fallait quand même voilà, il était attendu un petit peu au tournant, Vlasov. Et puis ses propos ce matin où il dit je vais faire le travail pour Roglic aussi, que l'équipe m'a même pas demandé, c'est moi qui ai pris cette décision avant que l'équipe me demande. Donc voilà, du côté de Vlasov, parce que j'avais dit j'étais pas vraiment sûr de ça. Autant de Genley, je me disais il va se mettre au service de Roglic, autant j'étais pas sûr du côté de Vlasov. Après, on sait que c'est un coureur qui est toujours très bon en début de saison. Vlasov, il avait été très bon une année sur un tour de la communauté de Valence. C'est un coureur qui souvent démarre bien, démarre très très bien. Même quand il était chez Astana, c'est un coureur qui a toujours fait des gros débuts de saison. Il se met en route très vite. Là, il confirme. Dommage. Bon, peut-être que vendredi ou samedi, il sera encore à l'attaque, Vlasov, et qu'on le reverra. Je sais pas, il fait. Parce que Simon Kier, il avait prévu de les faire toutes. Alors, des fois, ça change à la dernière minute, ça. Hein. Mais Simon Kier, il devait faire les 5. Vlasov, il doit faire les 5 aussi. Donc peut-être qu'on le reverra sur Serra Tramontana ou Port d'Andrex. Parce que 16 Salines, c'est plus plat quand même. Le Trofeo 16 Salines. Après, je suis en train de m'apercevoir que... Ouais, j'ai pas le profil en plus pour demain, pour vous le montrer, mais c'est plus plat normalement, l'épreuve de demain. Troisième, McNulty, c'est dommage des crampes. Après, ça peut arriver. Ça peut arriver surtout en début de saison. C'est-à-dire que McNulty, encore une fois, il n'avait pas couru pour le moment de l'année. Donc il a voulu se tester. Parce que souvent, quand on fait des attaques comme ça, sur ce type d'effort-là, on veut se tester. Il y a 2 ans, c'était passé. Il y a 2 ans, il gagne l'étape, il gagne le trophée au Calvia. Bon, il a retenté aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Des crampes. C'est vrai que c'est... Alors, déjà, quand il fait froid, on a tendance à moins s'hydrater. Il y a cette erreur-là, quand il fait froid, de croire qu'on transpire moins, on a moins cette sensation de chaleur, parce que souvent on boit pour se rafraîchir. Et ce qui fait que les coureurs ont tendance à moins s'hydrater. Et c'est souvent, les crampes arrivent souvent à cette période-là de l'année, et après, sous les grosses chaleurs, parce que tu te déshydrates tellement que tu n'arrives pas à te réhydrater avec seulement la boisson, c'est très compliqué. Mais dans ces conditions-là fraîches, parce qu'on a tendance à oublier de s'hydrater, et bah non, tu sues quand même, tu transpires dans ces conditions-là. Et je pense que McNulty a fait cette erreur-là. Ça reste un coureur qui a 24 ans, qui fait parfois des petites erreurs de gestion de course. Donc voilà, dommage du côté de McNulty. Après, il a montré quand même qu'il était en grande condition. Il aime bien les trophées au Palma de Majorque. McNulty, c'est quand même un coureur qui est pas mal sur ce type de course. Mais l'année dernière, il avait eu un peu plus de mal avec Almeida notamment. Et là, il a montré qu'il était plus en forme, je pense, que l'année dernière, à la même période de la saison. On verra ensuite si ça tiendra du côté de McNulty, mais c'est une année importante pour l'Américain. C'est vrai que UAE lui a redonné de la confiance en lui disant qu'ils avaient toujours un rôle important à lui donner. Parce que c'est vrai qu'on avait des doutes du côté de chez UAE. En plus, avec l'arrivée de Del Toro, ça peut changer un petit peu la donne. Mais on sait que McNulty, c'est un coureur qui est très puissant. Alors par contre, j'ai pas compris du côté de McNulty. On parlait de Vlasov qui a fait des erreurs tactiques. Je pense que McNulty aussi, c'est pas fait assez confiance McNulty. Après, ouais, il a pourtant 7 victoires déjà dans sa carrière. Mais pour moi, il a une pointe de vitesse McNulty. Pour moi, il pouvait attendre le final pour lancer son sprint. Parce que c'est un coureur qui est puissant, McNulty. C'est un coureur qui est très puissant. Mais je me souviens qu'il avait remporté le sprint du peloton sur un Tour d'Italie. Alors ça devait être il y a 2 ans au moins, où il avait remporté le sprint du peloton. Il avait été très très bon ce jour-là dans le final. C'est un coureur qui est très puissant. Donc pour moi au sprint, il battait Vlasov, il battait Simon Kier, mais il a voulu faire énormément d'attaques, peut-être parce qu'il n'avait pas assez confiance en lui. Bon, c'est dommage. Pour le coureur de... Je pensais qu'il avait 24, il a 25, McNulty. Ouais, en fait, il est un peu moins jeune. Mais bon, c'est un coureur qui est chez les professionnels depuis 2017 et qui est en World Tour depuis 2020.
Moi, je me souviens encore de sa victoire sur le Tour de Sicile où il avait été impressionnant sous la pluie en 2019, dans des conditions qui étaient terribles. Mais ouais, du côté de McNulty, je pense qu'il s'est pas fait assez confiance aujourd'hui. C'est une erreur. Mais ça montre que les jambes sont là pour Brandon. Puis on le reverra sur l'UAE Tour, Paris-Nice, au mois de mars, qui seront deux objectifs importants. Et puis, Tour de la Communauté de Valence aussi, il enchaîne lui. En ce début de saison, il va avoir pas mal de jours de course McNulty. Mais c'est vrai que là, c'est dommage. C'est dommage, voilà, c'est crampes. Parce que ça aurait pu bien le faire. Et puis je termine avec Hugo Page. Hugo Page, 8ème aujourd'hui, c'est bien pour le français. Il est juste derrière Mayhofer, qui fait également une belle course, l'allemand, du côté de la Tudor. Mais Hugo Page, voilà, c'est le deuxième sprinter aujourd'hui. Donc ils n'étaient pas nombreux du côté des coureurs avec une grosse pointe de vitesse à être dans ce premier peloton. Donc ça montre que la condition physique est pas mal du côté du Page. On sait que c'est un mec qui passe bien les bosses, le coureur d'Intermarché. Il y a même eu un article sur lui, je crois, pour les abonnés l'équipe. On sait qu'il a l'objectif de faire un gros début de saison parce que notamment les classiques. Et ben là, il montre déjà que la condition physique est bonne. On le reverra demain sur peut-être un sprint un peu plus massif. Après, il avait déjà fait un gros début de saison l'année dernière en Australie. Bon, là, il a décidé de commencer par l'Europe, parce que c'est vrai que le retour en Europe avait été compliqué l'année dernière, après son bon début de saison en Australie. Donc là, on va voir ce que ça va donner demain au Trofeo Cesc Salines. Mais là, aujourd'hui, c'était pas mal du côté d'Hugo Page. 22 ans seulement, Hugo Page. Ça reste un coureur très jeune qui a encore 2 ans de contrat avec Intermarché, parce qu'Intermarché avait vraiment misé sur lui sur le long terme, et il fera le Dauphiné et surtout le Tour de France, lui aussi du côté des grands tours. Et ça pourrait être un coureur intéressant, notamment sur la dernière semaine, parce que c'est un mec qui passe très très bien les bosses. Hugo Page, on avait vu notamment cette année à Limoges, lors de sa victoire sur le Tour du Limousin. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On passe au bonnet d'âne du jour, du côté de ce Trofeo Calvia. Le premier bonnet d'âne, c'est Tobias Aland Johannessen, le coureur du NOX. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, ça faisait partie des coureurs à suivre, Tobias Aland Johannessen, parce que déjà, c'est un coureur qui avait fait également une bonne étoile de Bessèges. Donc, c'est-à-dire que le mois de janvier, le début de saison, ça ne le gêne pas énormément. Et je me disais que sur un parcours comme ça, c'est un coureur qui a quand même, qui passe très très bien les bosses, on est d'accord là-dessus, mais qui a une bonne pointe de vitesse surtout. Et je me disais, sur un Trofeo Calvia, ça peut peut-être le faire. Sauf que il a été très discret, on l'a quasiment pas vu. Tobias Aland Johannessen, c'est vrai que il finit loin. Le coureur Uno X, ça c'est dommage. Pour ce premier jour de course, il finit seulement au 43e à 5 minutes 50 d'une équipe Uno X qui a été quand même extrêmement discrète aujourd'hui, avec seulement Johannes Coulset qui finit dans le premier peloton. Donc c'est dommage pour Tobias Aland Johannessen, parce que je pense que c'était une course où vous pouvez faire quelque chose de bien. Après, c'est le premier jour de course. Encore une fois, les bonnets d'âne que je vous mets aujourd'hui, c'est quand même des mecs qui n'ont qu'un jour de course dans les pattes pour la plupart. Donc on est encore sur le début de saison, c'est pas hyper inquiétant. Mais c'est vrai que c'est un coureur, je m'attendais un petit peu à mieux aujourd'hui pour lui. Alors lui aussi, il va faire les 5 manches. Donc peut-être que demain, ça ira mieux pour Tobias Aland Johannessen. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était poussif. Pour le coureur norvégien, qui est l'une des têtes d'affiche de la Uno X, qui est l'un des coureurs les plus intéressants là, et qui doit montrer des bonnes choses cette année. C'est vrai que c'est un coureur qui progresse. Il a fait un bon Tour de France l'année dernière. On attend de lui des belles performances aussi. Mais là, c'est vrai que je m'attendais à un petit peu mieux du côté du coureur norvégien. Surtout que quand tu regardes, il fait deuxième du Giro del Veneto, par exemple, l'année dernière. Troisième de Paris-Tour. Donc on sait qu'il a une grosse pointe de vitesse sur ce type d'arrivée. Il avait gagné à Luxembourg sur le Tour du Luxembourg, sur la dernière étape. Donc on sait que c'est un coureur qui est très talentueux sur ces courses-là et qui a un profil qui peut marcher également sur les classiques d'un jour, comme le Trofeo Calvia, sauf que aujourd'hui ça ne l'a pas fait, donc dommage. Deuxième coureur bonnet d'âne du jour, c'est Alexander Kamp,
Là aussi, je m'attendais un petit peu mieux du coureur de la Tudor. Alors pour la Tudor, c'est pas une catastrophe. Parce qu'en termes de points, il y a eu Mayhofer. C'est vrai qu'on a oublié de parler également, c'est qu'aujourd'hui, EF, ils en mettent quand même 3 dans le top 10. Aujourd'hui, ils marquent 90, 215 points aujourd'hui, hein, au moins EF. Hein, donc c'est quand même très très impressionnant. Sur une course comme le Trophée Ocalvia, ils ont fait un carton plein. Mais du côté d'Alexander Kamp, ouais, je m'attendais à ce coureur à le voir, parce qu'on sait que Sprinter Puncher, Kamp, 9ème de l'Amstel par exemple l'année dernière, donc le Trophée Ocalvia avec 3000 mètres de dénivelé positif, ça pouvait vraiment lui convenir, avec des côtes dans le final qui sont assez courtes, 3-4 km. Donc c'est un effort qui peut vraiment bien matcher. Sauf que là aussi, ça a été plus compliqué du côté du coureur danois. Donc un petit peu déçu. Encore une fois, on est en début de saison. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il veuille montrer montrer un petit peu des choses intéressantes. Parce que on sait très bien que la Tudor, c'est quand même une équipe qui a désormais son invitation pour le prochain Tour d'Italie à la place de la Coratec. Donc je me disais, peut-être qu'il va y avoir une bagarre un petit peu en début de saison pour tenter de récupérer les 8 places du côté du Tour d'Italie. Aujourd'hui, Kamp, il abandonne. Reichenbach aussi, qui abandonne. C'est vrai qu'on m'a marqué, je ne sais plus quel commentaire de vidéo, on m'a dit, j'attends de voir le renouveau de Reichenbach. Là, c'était pas aujourd'hui pour Reichenbach. Et c'est vrai qu'à part Mayhofer, tous les autres coureurs ont fini à plus de 5 minutes aujourd'hui, que ça Savoisard, Wilch, Ericsson ou Nils Sebring également, le Suisse. Tout cela ont fini loin aujourd'hui, enfin loin, ils ont fini en dehors du bon peloton. C'est Mayhofer qui a pris une belle 7ème place aujourd'hui, le coureur allemand, et donc il est 2ème du sprint du peloton, parce que le premier c'est Rui Costa du côté de EF. Et puis je termine avec Cofidis, là aussi du côté de la Cofidis, très discret la Cofidis aujourd'hui. Il y avait pourtant Yanis Aguirre par exemple, Stefano Oldani également dans cette formation. Et bien le premier coureur c'est Kenny Elissonde, mais il finit 53ème à 12 minutes 56. Donc on n'a pas vu du tout les maillots de la Cofidis, et sur une course en Espagne, c'est toujours un petit peu dommageable parce qu'on sait que c'est une formation qui est très attachée à l'Espagne, et là ça ne s'est pas passé du tout comme il le souhaitait du côté de l'équipe Cofidis, puisqu'il passe complètement à côté. C'est avec Benjamin Thomas aussi, pourquoi pas, on va peut-être pu faire quelque chose de bien. Oldani aussi, donc ouais, ça a été difficile aujourd'hui pour la Cofidis. On espère que demain, ça ira mieux. En parlant de demain, c'est donc le Trofeo Andrach Mirador, donc avec une arrivée en bosse par contre, sur cette étape, sur cette journée, une arrivée en faux plat montant. On ne va pas parler de grosses bosses, mais voilà, il faut quand même passer ce final. Avec une montée difficile du côté de cette journée. Je ne sais pas combien il y a de dénivelé positif pour cette journée. On est à 1120 mètres, mais avec une arrivée en bosse. Et l'année dernière, cette course avait été remportée par Marine Vandenberg, donc ça avait été une victoire au sprint, sauf que le parcours était différent. On arrivait à Alcudia. Or cette année on n'arrivera pas à Alcudia, on arrivera à Felanich. Donc c'est un peu différent, c'est en bosse pour ce Trofeo Cés Salines. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.